Enrico Macias chante au profit du Magen David Adom en soutien à la Banque nationale du sang en Israël. Je vous donne rendez-vous jeudi 22 juin à 19h30 au Conservatoire national de Nice. Carré or, 120 €, catégorie 2, 60 €, catégorie 3, 30 €. Soyons tous ensemble pour soutenir l'organisation qui sauve des vies en Israël, le Magen David Adom. Renseignements et réservations obligatoires auprès du MDA Nice, Côte d'Azur, au 06 03 52 88 88 ou RCN Radio 89.3 FM au 06 60 22 98 92. L'invité d'RCN. Bonjour Enrico. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Vous nous recevez, un grand honneur de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Voilà, donc vous allez venir à Nice le 22 juin prochain où on va pouvoir voir votre concert avec une partie de votre équipe au Conservatoire national de musique. D'abord, on va parler un petit peu de votre actualité. Donc vous repartez encore en tournée et cette fois-ci avec votre petit-fils. Oui. Un grand bonheur. C'est un très grand bonheur. Ça s'est fait, ça s'est fait tout à fait par hasard. Et maintenant, c'est devenu, il est mordu, quoi. Il a été pris par la passion de la chanson, de la musique. J'ai moi-même été étonné par ce talent naissant, et je crois que le jour où il va voler de ses propres ailes, à ce moment-là, je le laisserai, quoi. Et il est né avec une guitare dans la main ? Oui. C'est vrai, il est né avec une guitare dans la main. Quand il était bébé, il ne me lâchait pas. Il était tout le temps derrière moi. Comme c'est mon premier petit-fils, d'accord. Alors moi, mes petits-enfants, je suis comme un fou avec eux. Et lui, il était vraiment... quand il est né, depuis qu'il était bébé, il était toujours derrière moi. Il demandait tout le temps après moi. Il était avec moi. Quand il était un peu plus grand, 2 ans, 3 ans, il sortait avec moi. Je l'emmenais partout, on écoutait de la musique, il venait. Quand on allait au Club Med à Eilat, il chantait avec moi. Il chantait déjà, mais il était tout petit, il chantait. Ouais. Je lui donnais le micro, il chantait, il était mignon comme tout. Puis maintenant, voilà, maintenant c'est sérieux, quoi. C'est un grand bonheur. Ouais. Et Israël, du coup, c'est un pays qui résonne aussi beaucoup chez vous, l'idée d'Israël. Dans votre cœur et... Israël, ça représente tout pour moi. Hein. Moi, Israël coule, c'est un petit peu comme le sang qui coule dans mes veines. Israël, d'autres choses aussi, la famille, la musique... et surtout Israël. Vous avez toujours été un fervent soutien d'Israël, de la communauté juive bien sûr, mais aussi d'Israël. Ça a toujours été. C'est surtout d'Israël et bien sûr la communauté juive parce que on part tout le temps d'un petit nombre de gens, tout le temps pour arriver. On commence par sa famille et puis après il y a la communauté, puis après il y a Israël et puis après il y a. Moi je suis un universaliste, c'est-à-dire j'aime Israël pour mieux aimer les gens. Et me faire aimer par tous les gens qui ne sont pas susceptibles de nous aimer, quoi. Mais du coup, vous comprenez un peu comment d'autres ressentent Israël. C'est un peu étrange aussi. Parfois, quand on prononce le mot Israël, on a presque l'impression que c'est un gros mot. Ils sont mal tombés avec moi parce que si je considère ça comme un gros mot, je les tue de coups. Je les laisse pas. Non, c'est pas un gros mot, au contraire. Quelque chose de sacré. Israël, pour moi, c'est le début et la fin de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est tout. Vous avez été un ambassadeur de la paix il y a quelques années avec l'UNESCO, je crois. À l'ONU. À l'ONU. C'est vrai, l'UNESCO. L'ONU. Et vous avez rencontré Sadat, vous avez rencontré... Ça, j'ai rencontré Sadat avant d'être ambassadeur à l'ONU. Mais c'est vrai que j'ai rencontré Sadat 1 an après qu'il ait fait la paix avec Israël. Et moi, j'étais, comme tout le monde, très ému de le voir débarquer
sur la terre d'Israël et faire la paix avec Israël. Une paix qui d'ailleurs n'est pas terminée, malgré la tragédie de sa disparition et malgré ses successeurs différents, malgré tout ce qui enflamme le Moyen-Orient. L'Égypte a quand même gardé la paix avec Israël. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter aux gens. Il faut le dire, il faut le répéter. Parce que, bien sûr, c'est pas une paix comme entre... idyllique. Je veux dire, la France et la Suisse, par exemple, ou je sais pas. Mais c'est quand même le plus grand pays arabe qui a commencé à faire la paix avec Israël, qui est un exemple pour la suite, pour plus tard. Je voudrais revenir très en arrière, revenir à Constantine, à votre jeunesse, à vos origines. Comme je vous ai dit, moi quand j'étais petit, et qu'on écoutait la musique de Tonton Raymond, tout le monde pleurait. Pourquoi autant d'émotions avec cette musique ? Déjà la musique elle-même provoquait de l'émotion. Même moi, je comprends pas tout le temps les paroles, mais rien que la musique, ça me provoque une émotion terrible. Mais en plus, les gens, nos anciens, ils comprenaient les paroles. Et il y a un sens extraordinaire dans les paroles. Dans les paroles, ça provoque beaucoup d'émotions intenses, quoi. C'était des poèmes. C'est des poèmes, c'est des épopées, c'est de tout. Et donc vous êtes né avec votre père d'abord dans cette musique Mahalouf, et donc vous avez débuté avec votre père et avec l'orchestre de Cheikh Raymond. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon père jouer du violon, bien sûr, et ma mère m'emmenait voir mon père. Et moi, j'étais tout de suite impressionné par Tonton Raymond. Depuis tout petit, tout petit, j'étais attiré par le charisme de Tonton Raymond et puis son talent et tout. J'adorais déjà depuis tout petit. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de jouer aux côtés de mon beau-père, de Tonton Raymond, futur beau-père à l'époque, et puis mon père. Donc à leur côté, puis avec des grands musiciens qui faisaient partie de l'orchestre. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec Tonton Raymond, c'est qu'il a réuni dans son orchestre que des chefs d'orchestre. C'était tous des grands maîtres de la musique. Mon père avait un orchestre, il a laissé son orchestre pour venir avec Tonton Raymond. Baban Etienne, pareil, c'était un grand maître des percussions, mais il connaissait tous les morceaux, les paroles, la musique, tout par cœur et tout. Tous les grands qui ont accompagné Tonton Raymond étaient eux-mêmes des maîtres. Et lui, c'était le maître des maîtres. Le maître des maîtres. Et vous avez évolué là-dedans. J'ai évolué. Vous avez grandi là-dedans. J'ai grandi complètement là-dedans. Quand je suis devenu adolescent, j'ai fait un petit peu l'école buissonnière de la musique arabo-andalouse. J'ai commencé à flirter un peu avec les variétés françaises de l'époque, mais juste pour amuser mes copains quand j'allais en surprise party ou n'importe quoi. Et puis après, tout le monde m'incitait à aller chanter dans les radios crochets et tout. Et je gagnais des prix. J'ai commencé à aimer la scène de cette façon, déjà avec Tonton Raymond et ensuite avec la chanson elle-même. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, j'avais deux consolations. C'était l'amour de Suzy, ma femme que j'ai malheureusement perdue, et qui est tout le temps là avec moi, il n'y a pas de problème. Et puis la musique avec Tonton Raymond. Pour moi, c'était, malgré les attentats, les tragédies autour de moi, les copains qui partaient, les parents aussi qui mouraient à cause de la guerre d'Algérie, j'avais cette consolation, ce médicament qui était Suzy, l'amour de Suzy, qui n'avait rien à voir avec son père, hein. Ça n'avait rien à voir, et la musique avec Tonton Raymond et mon père. Voilà. Et donc est arrivé le choc, la disparition, l'attentat de Cheikh Raymond. Alors justement, ce qu'il y a de bizarre dans des coïncidences, c'est que il a été assassiné le 22 juin 1961,
Et moi, je viens chanter pour vous Le 22 juin. le 22 juin. Alors, ça sera un triste anniversaire, mais en même temps, on va le fêter, Oui, on va le l'honorer. célébrer, On va le célébrer. Et donc, vous êtes, toute votre famille est partie à ce moment-là, en 61. Ah, il a fallu que je parte. Vous étiez en danger. Comment? Vous étiez en danger. Moi et tout l'orchestre. Mais mon père était déjà en France, D'accord. en vacances. Et moi, évidemment, quand j'étais en danger, je suis parti forcé. Forcé. Il y a une chose aussi que je voudrais comprendre, et c'est un peu spécifique, j'ai l'impression, aux Juifs de Constantine. Aujourd'hui encore, quand j'entends ma mère, mes oncles, mes tantes, on a l'impression qu'ils sont partis hier. Il y a une nostalgie qui est incroyable, cette vie à Constantine, des Juifs de Constantine. Oui, parce que on n'est pas parti de notre propre gré. On est parti contraint et forcé. Et avec des tragédies, avec des pertes d'êtres chers et tout ça. Donc c'était vraiment... Vous savez, dans ces cas-là, quand on part loin de chez soi, on se rappelle tout le temps des bons moments. Oui. Et on veut oublier les mauvais moments. Alors quand on se rappelle des bons moments, ça nous fait pleurer, parce qu'on se dit, c'est pas exactement comme on s'est rappelé. Cette image n'est pas arrêtée. Ouais. Il y a eu d'autres images. Vous êtes arrivé en France, et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu qu'en fait, vous vouliez vous appeler Nassia, de Grénassia, et que ça serait une mauvaise interprétation de ce que vous vouliez, et qu'on vous a appelé Massias. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est... Non, ce qui est vrai, c'est que moi, mon premier disque, je m'appelais Gaston Grénassia, comme mon vrai nom. Bien sûr. Et le directeur artistique ne se rappelait jamais de mon nom. D'accord. Alors, il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que ton nom ne correspond pas au style de chanson que tu fais? Est-ce que tu peux trouver un nom un peu plus méditerranéen? Puis, bon, j'ai dit, ça va, je vais enlever Gaston parce que je me suis appelé Enrico, parce que à Constantine, je jouais dans les cafés avec des gitans. Ah oui. Parce que j'avais pas le droit de rentrer dans le café, de jouer, parce que j'étais mineur. D'accord, ouais. Parce que je buvais de l'alcool. Alors moi, j'ai trouvé la solution en m'imposant devant le groupe de gitans qui s'appelait les Enrico, les frères Enrico. Ah d'accord. Alors je leur ai demandé de m'écouter, ils m'ont écouté dans la rue, sur le trottoir, loin un peu à la sortie du bar où ils jouaient. Ils ont bien aimé ce que je faisais, ils m'ont pris avec eux. Alors ça fait que je jouais avec eux, on m'appelait le petit Enrico. D'accord. Alors quand le directeur artistique m'a dit faut changer de prénom et de nom, j'ai dit Enrico, ça leur a plu, et j'ai enlevé le greux, j'ai dit Enrico Nassia. Mais la standardiste, elle a mal compris, elle a mis Massias, voilà. C'est la ça vous a destinée. réussi. Ça m'a réussi grâce à Dieu, ouais. Très... Mais moi, j'ai jamais voulu changer de nom, jamais. Mais c'est venu comme ça. Et alors là, le succès est arrivé de façon incroyable. Oui, mais au bout de 2 ans. Voilà, oui. 2 ans, ça a été dur. 2 ans après quoi? Après 62? 2 ans après 62. J'ai commencé à être très connu en 64. Ça a explosé en 64. C'est grâce à Gilbert Bécaud? Oui, ça c'était... Vous avez fait une... Non, ça c'était au début. Au début, j'ai chanté à Saint-Raphaël, où Gilbert Bécaud se produisait en vedette. D'accord. Et moi, l'organisateur du spectacle, il m'a fait passer en numéro 1 au début du spectacle. Ça fait que les gens, ils s'étaient installés, ils n'ont pas eu le temps d'apprécier ce que je faisais. Je suis passé dans l'indifférence la plus complète. Et heureusement qu'en vedette américaine, il y avait une grande chanteuse qui me connaissait bien, qui s'appelait Lynn Monty. Ah oui. Et Lynn Monty, elle a corrigé le tir. Elle m'a invité à venir chanter avec elle en fin de première partie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entrevoir le succès, quoi. Et le chef d'orchestre de Bécaud m'a demandé d'aller le voir dès que je rentrerai à Paris. Alors quand je suis rentré à Paris, j'ai été le voir. C'est Raymond Bernard, de son vrai nom Raymond Cohen. Et coïncidence,
je l'avais perdu de vue pendant plusieurs années. Et un jour, je regarde dans le Figaro un avis de décès. Il était 11 heures du matin. Je lisais le Figaro et je vois Raymond Cohen. Je dis, c'est quand même... J'espère que c'est pas mon premier chef d'orchestre, c'est mon premier... Enfin, celui qui m'a aidé à faire mon premier disque chez Pathé Marconi. Et je prends le téléphone, j'ai sa femme au bout du fil, elle me dit, oui, c'est le pauvre Raymond qui est mort et tout ça. Je me suis habillé, j'ai été au cimetière, et c'est moi qui l'ai mis en terre. Et j'étais content de l'avoir fait. C'est ma façon à moi de le remercier. Vous avez eu ensuite une carrière, vous avez une carrière incroyable. Ça fait 55 ans, 55 ans maintenant, oui. C'est mon âge. Ouais, ah bah oui, Dieu bénisse. Ça fait 55 ans qu'on chante vos chansons dans le monde entier. Et je vous ai bercé alors. Ah ben oui, moi je suis né. La nuit. Je suis né avec Enrico. Même les jeunes, je vous disais tout à l'heure, même les jeunes aujourd'hui connaissent vos chansons. Quand on parle d'Enrico Macias à des jeunes pieds noirs, souvent, bien sûr, d'enfants pieds noirs, ils sont encore avec vos chansons. Mais c'est vrai, quand on va au concert, c'est très fédérateur. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Oui. Il y a toutes les générations qui sont présentes. Maintenant, mais à un certain moment, non, il n'y avait que les anciennes générations. Puis maintenant, les jeunes se sont ajoutés à ces générations-là parce ils veulent rendre hommage à leurs parents. Comment? Pourquoi leurs parents aimaient tant que ça Enrico? Et quand ils m'ont entendu, ils sont venus me voir au spectacle. Là, je les ai accrochés. Et là, ils viennent encore plus nombreux. Je crois aussi que Les Oranges Amères, ça a été un album qui a été une forme de transition. Ah oui, oui, bien sûr. Et que là, il y a oui, je les ai beaucoup de touchés. jeunes. Je les ai touchés, ouais. C'est un album que vous avez fait avec votre fils. Oui, mon fils, depuis Orange Amère, c'est lui qui fait mes albums, qui me les produit et tout. Ça a été un super album. Ça a été un peu une nouvelle jeunesse pour vous. Ouais. Vous avez eu ensuite une carrière... vous avez une carrière incroyable. Ça fait 55 ans, 55 ans maintenant, oui. C'est mon âge. Ouais, ah bah oui, Dieu bénisse. Ça fait 55 ans qu'on chante vos chansons dans le monde entier. Et je vous ai bercé alors. Ah ben oui, moi je suis né. La nuit. Je suis né avec Enrico. Même les jeunes, je vous disais tout à l'heure, même les jeunes aujourd'hui connaissent vos chansons. Quand on parle d'Enrico Macias à des jeunes pieds noirs, souvent, bien sûr, d'enfants pieds noirs, ils sont encore avec vos chansons. Mais c'est vrai, quand on va au concert, c'est très fédérateur. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Oui. Il y a toutes les générations qui sont présentes. Maintenant, mais à un certain moment, non, il n'y avait que les anciennes générations. Puis maintenant, les jeunes se sont ajoutés à ces générations-là parce ils veulent rendre hommage à leurs parents. Comment? Pourquoi leurs parents aimaient tant que ça Enrico? Et quand ils m'ont entendu, ils sont venus me voir au spectacle. Là, je les ai accrochés. Et là, ils viennent encore plus nombreux. Je crois aussi que Les Oranges Amères, ça a été un album qui a été une forme de transition. Ah oui, oui, bien sûr. Et que là, il y a beaucoup, je les ai beaucoup de touchés. jeunes. Je les ai touchés, ouais. C'est un album que vous avez fait avec votre fils. Oui, mon fils, depuis Orange Amère, c'est lui qui fait mes albums, qui me les produit et tout. Ça a été un super album. Ça a été un peu une nouvelle jeunesse pour vous. Ouais. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez retrouvé une famille constantinoise, vous avez retrouvé une communauté constantinoise. Oui. Elle était soit à République et soit à Saint-Paul. Voilà. À Saint-Paul, vous veniez manger le couscous chez Raymond. Chez Raymond. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Je me rappelle. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Juste derrière le métro Saint-Paul. Est-ce que Constantine avait quelque chose de particulier par rapport aux deux autres grandes villes? Je parle d'Oran et d'Alger. Comme le disait Bruno tout à l'heure, il y a une forme de réelle nostalgie quand on parle de Constantine à des juifs algériens. Un peu comme les juifs tunisiens qui ont une sorte de saudade ou de réelle nostalgie quand on parle de leur pays. Tout le monde. Tout le monde a la nostalgie de sa ville natale, de son village natal, de sa terre natale, bien sûr. Mais Constantine, c'était spécial. Parce que c'était une ville qui était construite sur des rochers, deux rochers séparés par des ponts. Les Romains avaient construit des ponts
Alors les ponts, c'est un petit peu mon histoire, un peu, parce que moi je fais le pont entre tout le monde pour enfants de tout pays et tout ça. Mais aussi la nostalgie, c'était aussi l'abîme. Il y avait aussi le vertige de l'abîme. C'était une ville qui était sur le vide, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui se suicidaient du pont suspendu et tout ça. Ça fait que, si vous voulez mieux, on était tout le temps dans cet état d'esprit, si vous voulez mieux, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça. On avait tout le temps ce souci du vide, de l'abîme. On parle des Constantinois ou des Juifs en particulier de Constantinople? Ah non, tout le monde, tous les Constantinois. Les Constantinois, et spécialement les Juifs, qui, à mon avis, ont une plus grande sensibilité que les autres. Moi, j'ai pu voir dans votre concert de l'Olympia, beaucoup de gens, de musulmans, d'arabes aussi, qui adorent vos chansons. Oui, bien sûr. Vous savez, la musique, elle peut toucher tout le monde. Elle peut toucher. Il n'y a pas de passeport, ni de couleur de peau, ni de religion dans les musiques. C'est comme ça. Je suis très content. Mais malheureusement, quand on n'écoute plus ma musique, hop, il y a les vieux démons qui se réveillent. C'est vrai. C'est vrai que j'avais vu une interview de vous. Vous disiez qu'un jour vous avez été alpagué par un arabe qui disait vive la Palestine, vive la Palestine. Et vous lui avez dit oui, tu as raison, mais viens, on va crier tous les deux vive Israël et vive la Palestine. Et je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui. C'est vrai. C'est une histoire. C'est passé il y a pas très longtemps, quelques années. J'étais sur un trottoir et puis quelqu'un qui me dit quelque chose, j'avais pas très bien compris, mais je sentais que c'était agressif. Alors je me suis arrêté et le plus grand des deux, je l'ai appelé. Il est venu, le plus petit est parti. Et le plus grand est venu et je lui ai dit qu'est-ce qu'il a dit ton copain? Et il a dit vive la Palestine. Ah, très bien. Fais-le venir. Il est venu. J'ai dit, alors écoute, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais crier vive la Palestine et toi, tu vas crier vive Israël. Tu es d'accord? Il m'a dit oui. Alors moi, je criais vive la Palestine et lui criait vive Israël, vive la Palestine. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire le pont entre les... Je crois que c'est la meilleure façon. C'est mieux que la violence. Ah oui. C'est mieux que la violence. On va changer un peu de sujet pour parler... excusez-moi, un peu d'actualité. Nous sommes à la veille juste le lendemain du premier tour et à la veille du deuxième tour et la France a encore penché dans plus de 40% vers ces extrêmes. Ça vous fait encore peur? Vous avez l'espoir encore dans les gens, dans la France? J'ai l'espoir que la France va faire le barrage à Marine Le Pen. Ça, j'ai l'espoir. Mais je ne peux pas deviner ce qui va arriver. Je ne peux pas savoir. C'est quand même dangereux. Toujours, on est en danger. Il faut faire attention à son bulletin de vote. Parce que j'ai appris, pas tout à fait par hasard, que il y avait beaucoup de gens qui, auparavant, étaient contre le Front National et qui ont été accrochés par le Front National. Moi, je leur dis, revenez comme vous étiez avant. Voilà. Tout ce que je peux leur donner comme conseil. Vous êtes un observateur de la société depuis des années et vous ne trouvez pas que les choses ont quand même changé un peu, les mentalités? La France d'aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à la France il y a 30 ou 40 ans. Quelque chose de plus agressif quand même, vraiment poussé vers les extrêmes. Vous avez ce sentiment aussi? Vous savez, plus que la Shoah, on peut pas faire. Plus que le gouvernement de Vichy, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Donc, moi, je crois que la marche de l'histoire, elle est tout le temps dans le bon sens. Elle n'est jamais dans le mauvais sens. Elle n'est jamais en régression. Elle est en progression. Alors, tous ces gens-là, même s'il nous arrive des catastrophes encore, il peut y avoir des tragédies, mais ça ne sera pas la fin du monde. Pour revenir à Israël, vous allez partir en concert en Israël, vous êtes toujours très attendu. Et vous nous avez dit tout à l'heure que maintenant, vous partez beaucoup à l'étranger, et en particulier au Japon.
Oui. Alors, Enrico au Japon, ça doit être incroyable. Oui, au Japon, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai enregistré une fois un spectacle au Japon avec les réponses du public et on entend dans le public que des voix de femmes. Parce que dans mes spectacles, il n'y a que les femmes qui viennent me voir, pas les hommes. Je sais pas ce qu'elles font à leur mari, mais elle leur dit laissez-nous aller voir Enrico, voilà. Ça fait que j'ai que des femmes devant moi, que des femmes. Voilà. Et vous êtes allé déjà une douzaine de fois. Oui, oui, j'ai été très très souvent au Japon. Oui. Vous allez aussi aux États-Unis, au Canada. États-Unis, Canada, Angleterre, l'Europe. Il y a 2 continents que j'ai pas fait encore, c'est la Chine et l'Australie. Voilà. C'est toujours une douleur de ne pas avoir pu retourner à Constantine quand Nicolas Sarkozy voulait que vous alliez et que vous étiez... Pas seulement Nicolas Sarkozy, non, mais aussi le président algérien qui m'avait invité. Bien sûr, bien sûr. Ils m'ont invité 3 ou 4 fois. À chaque fois, ils ont reculé. Ça fait que maintenant, moi, je me suis mis dans la tête que je ne retournerai plus. Mais faut jamais dire jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut rester un petit peu optimiste toujours. Toujours. C'est-à-dire, si c'est ma destinée, ben tant mieux. Si c'est pas ma destinée, ben tant pis. Et aujourd'hui, Enrico, vous écoutez quoi comme musique? Est-ce qu'il y a des choses actuelles et des jeunes qui vous intéressent? Bien sûr que je suis intéressé par tout ce qui se passe dans la musique, mais je trouve que la mélodie a perdu beaucoup de son essence. Il y a pas de mélodie. Pour moi, une chanson, c'est la mélodie. Il n'y a que du rythme ou que des paroles, et il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mélodie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je reproche aux artistes de maintenant. Mais enfin bon, s'ils ont du succès, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison que je respecte. Je respecte. Moi, j'écoute tout. Je sais pas. J'aime la musique classique. J'aime le jazz. J'aime aussi le rock, mais enfin, je suis pas fanatique. En tous les cas, vous aimez la guitare parce qu'il paraît que vous êtes un grand collectionneur de guitares. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Un grand joueur. Un grand joueur aussi, bien sûr. Un excellent joueur de guitare. Oui, j'aime bien la guitare. Ouais. C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais être que guitariste, pas chanteur. Chanteur, c'est venu par hasard, tout à fait par hasard. Et donc, chez vous, on écoutait de la musique beaucoup quand vous étiez petit? Ah ben oui, j'écoutais mon père, déjà. Et mon père, il avait tout le temps un matériel, déjà pour l'époque, très sophistiqué. Il fabriquait des amplificateurs. Non, des disques. Il enregistrait sur disque souple. Il avait un appareil pour enregistrer des disques souples. C'est formidable. Bien sûr, j'écoutais beaucoup de musique.